qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent. Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je suis Stéphanie Desclèbes, entrepreneuse et surtout actrice engagée pour l'enfance. Chaque semaine, je donne la voix à celles et ceux qui nous font réfléchir sur l'enfance et sa place dans notre société, en nous donnant des clés pour mieux comprendre enfants et adolescents et surtout pour les accompagner à devenir des adultes de demain épanouis. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta Les Adultes de demain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrons le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Desclèbes, qui est fondatrice d'École Montessori et spécialiste de l'éducation. Elle anime aussi la chronique Pause éducative diffusée un mardi sur deux sur ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Je suis sincèrement hyper enthousiaste de vous faire écouter cet échange avec Audrey Jougla, qui est notamment l'autrice de ce livre que j'ai absolument adoré, qui s'appelle La maternité joyeuse aux éditions Stock. Pendant cette interview, nous avons parlé évidemment de toutes les difficultés, les sacrifices qu'il y a à la maternité, mais nous avons aussi et surtout parlé de toutes ces joies que l'on oublie un peu trop de célébrer une fois que l'on devient parent. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey. Bonjour. Tu es professeure de philosophie et autrice notamment de ce récit à la fois réaliste et si poétique sur les joies de la maternité qui s'appelle La maternité joyeuse aux éditions Stock, que j'ai absolument adoré. Tu y proposes une lecture assez singulière et souvent oubliée de ce que la maternité rend possible. Une joie unique, parfois difficile à dire, qui se déploie dans la vie avec les enfants. Sans jamais pour autant minimiser, pour autant les nombreuses épreuves qu'elle peut aussi comporter évidemment. On le sait bien toutes les deux. Je crois que nous sommes donc très bien trouvés autour de cette idée, rappeler toute la beauté de l'enfance et de la parentalité, tout en continuant à questionner un système encore trop peu adapté aux enfants et aux adultes qui les accompagnent. Donc tu proposes cette ligne de crête, celle qui consiste à célébrer les joies de la maternité sans en occulter les difficultés et les sacrifices. Pourquoi était-il si important pour toi de porter ce message, ce discours ? Alors, je pense que la maternité joyeuse, ça fait sourire quand on donne ce titre-là. Il y a certaines personnes qui m'ont dit « mais c'est ironique ». Et je pense que c'est emblématique de l'époque. C'est-à-dire qu'on a tellement chargé, dans le mauvais sens du terme, la maternité en disant qu'elle était responsable de tous les renoncements, de tous les sacrifices que faisaient les femmes. On a tellement associé les enfants à des empêcheurs de vivre et de profiter de sa vie. Enfin voilà, finalement on a noirci énormément le tableau. Et je pense que ce soit l'époque qui est un petit peu étouffante quand même, ou angoissante, la dénatalité aussi qui est très marquée. Enfin voilà, c'est un faisceau de facteurs qui fait que non, on a envie d'entendre des enfants rire, on a envie d'avoir la joie de la petite enfance autour de nous. Je pense que les mères aussi ont envie d'en profiter justement de ce temps de la maternité et que parfois, on s'est peut-être un peu trop laissé berner par le mythe de soit la maternité qui permettait de tout concilier avec une vie professionnelle, etc., alors que c'est faux. C'est toujours au détriment soit de la carrière, soit des enfants, mais personne n'a le don de l'ubiquité. Et, ou alors, on s'est laissé berner par le mythe justement de l'égalitarisme aussi avec les hommes, et c'est pas non plus... Enfin voilà, ça comporte aussi beaucoup de frustration, je pense. Donc, j'essaie de proposer autre chose, ouais. Et n'était-il pas, selon toi, nécessaire quand même de passer par cette phase de dénonciation par laquelle, en effet, les femmes sont beaucoup passées ces dernières décennies au sujet notamment de la maternité, du postpartum, des inégalités, etc.
c'était essentiel parce qu'en fait, justement, ça avait été un peu mis sous le tapis. Je pense que les difficultés liées à la vie de femmes, soit femmes actives, soit femmes au foyer, soit mères, c'était des difficultés qui étaient tues par en tout cas, la génération de nos mères, ou qui étaient peut-être éludées. Et donc, il y avait besoin d'avoir ce temps de revendication et de clamer un peu ce que c'était, ce que ça coûtait. Et c'est quelque chose de très important, le coût des choses. Mais c'est pas parce que quelque chose coûte que il est aussi foncièrement négatif ou qu'il faut l'abolir, en fait. Et moi, la première, j'étais un peu désarçonnée par mon premier enfant parce que, et j'en parle pas mal dans le livre au début, c'est-à-dire on lit un livre sur la maternité joyeuse et la première partie s'appelle Verdun. C'est important de le souligner. Et c'est volontaire. C'est parce que justement, on s'attend peut-être à une maternité joyeuse dès le début, féerique. Non, c'est pas du tout ça en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est beaucoup plus intéressant aussi. Penses-tu que l'on manque de discours actuellement, que ce soit dans les médias, dans les fictions, justement sur cette idée des joies de la maternité ? Oui, parce que en fait, c'est quelque chose qu'on entend peu, parce qu'il y a eu le mythe justement de la mère qui a été vraiment porté au XVIIIe, au XIXe siècle, avec justement la valorisation du maternage, qui a été un peu porté par les intellectuels et les philosophes, dont Rousseau. Et ensuite, c'est vrai que on a eu le mythe de la femme active qui arrivait à tout concilier, ça c'est plus tardivement au XXe siècle, et le mythe de la bonne mère, et donc il y avait l'envie de taper un peu sur ça et de justement dire non, voilà. Mais en faisant ça, on a laissé de côté la joie. Et ça, c'est vrai que j'ai pas trouvé de discours récent qui mettait ça en avant. Et j'ai trouvé que c'était dommage parce que, ayant quand même vécu donc avec 2 enfants, dont un enfant qui m'a occupée pendant 2 années de congé parental, autant dire que j'étais aux premières loges de la petite enfance. Et je me suis dit, mais là, quand même, faut dire le bonheur que c'est. Faut arrêter de penser que le bonheur, c'est de reprendre le travail avec un bébé qui a 8 semaines et que ce serait une mise entre parenthèses. C'est pas vrai. On peut pas laisser penser ça. Et c'est très culpabilisant, en plus. Et en même temps, j'ai l'impression que quand on a ces discours, on nous regarde un peu comme si on était un peu niaise, un peu naïve, un peu bisounours, tu vois, que c'était même plus OK de célébrer cet amour et ce bonheur. C'est tout à fait juste. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai des amis qui m'ont dit ça aussi, en me disant « Ah, mais est-ce que ça va pas être un peu cucul à praline, en fait ?» Alors, non. Spoiler alerte, ça ne l'est pas. C'est une aventure décapante. Et je pense que ça, on l'entend pas. C'est-à-dire que la vie avec les enfants, on a l'impression qu'il se passe rien. On a l'impression que c'est pas très intéressant. Par rapport au frémissement de la vie professionnelle, de la carrière éblouissante. Et moi aussi, ça me faisait rêver, ça. C'est vrai que la maternité, je voyais pas trop les étincelles, en fait, dans l'image de la maternité. Et en le vivant, je me suis dit, mais si, il y a plein de rebondissements, il se passe plein de choses, en fait. Et j'ai énormément de chance de pouvoir le vivre, alors que la première fois, ça m'avait été un peu confisqué, en fait. Et ça, je pense que oui, il faut vraiment le souligner, c'est très important. Tu dis cette phrase que j'adore, la beauté de la maternité n'a rien de spectaculaire, elle se glisse avec modestie dans les interstices des petites choses. Alors, il y a plein de petites choses. Et c'est déjà la beauté du lien qu'on tisse avec l'enfant, parce que ça, c'est du temps passé. Il n'y a pas de secret, faut passer du temps ensemble, faut jouer ensemble, lire beaucoup d'histoires, faire beaucoup de comptines, beaucoup de sorties. Donc, c'est un investissement maternel qui est très important. Et ensuite, cette beauté des petites choses, c'est aussi l'observation. Les enfants, les tout petits, les bébés, ils ont un sens aigu de l'observation. C'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils observent pas, qu'on peut pas interagir. Ils ont un humour qui arrive très tôt aussi. Ils font des blagues de bébé. C'est quand même génial. Et donc, on peut pas penser que c'est des êtres primaires pas très intéressants ou
bon, tant qu'il marche pas, qu'il parle pas, il se passe pas grand-chose. C'est pas vrai. Et ça, je l'ai découvert déjà une première fois avec un premier enfant. Et je l'ai redécouvert récemment avec mon deuxième enfant en me disant, mais là, quand même, il faut célébrer tout ça. Enfin, il n'y a rien de niais. C'est au contraire une perception poétique de la vie. Et donc, justement, les tout-petits, ils méritent qu'on s'attarde là-dessus pour eux. Et tu le dis justement, l'un des enjeux majeurs de notre temps, c'est la raréfaction des nouveau-nés, des bébés dans nos vies. Oui. C'est une question que je me suis posée quand j'ai eu mon premier enfant. Je me suis dit, mais de qui m'inspirer ? Et en fait, je me suis rendu compte avec fracas que les seuls bébés que je connaissais, c'était les bébés que j'avais gardés quand j'avais fait du babysitting, adolescente. Et donc, je me disais, mais comment je faisais ? J'essayais de me souvenir comment je faisais le babysitting adolescente. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable, en fait. Alors, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ont plus ou moins de petits autour d'eux. Mais on est quand même dans des espaces où on a des familles nucléaires qui sont assez isolées. On n'habite plus sur place. En tout cas, il y a un éclatement géographique des familles qui est réel. Et donc, on est quand même assez isolés, parents-enfants. Et puis, il y a moins d'enfants autour de soi, il y a moins d'enfants, il y a moins de bébés, il y a moins de tout-petits, et ça, c'est une réalité. Et donc, voilà, il y a des quartiers, parfois dans les villes, qui sont des quartiers très familiaux, mais sinon, on voit bien qu'il y a quand même moins de bébés. En tout cas, moi, j'en voyais peu à Paris quand j'habitais à Paris. Quel impact ça a sur notre société ? Il y a une forme de séparation des circuits qui est très claire, c'est-à-dire que déjà, il y a des circuits horaires. C'est très marqué. Et ensuite, il y a une séparation des circuits avec des lieux qui sont pour les parents et les petits. Et donc, on les cantonne à ça. Et des lieux qui sont pour les adultes sans enfants. Et ça, quand on lit en fait la géographie ou l'urbanisme comme ça, on se rend compte que c'est très net. C'est-à-dire que on est soit au square avec les enfants, ou dans les aires de jeu, ou dans les lieux pour enfants, soit on est au restaurant sans enfants. Enfin, mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas compatible en fait. Il n'y a plus d'enfants dans les rues qui courent comme ça. Enfin, c'est quelque chose dont je parle dans le livre, mais c'est vrai, ils ont disparu. Ces enfants qui couraient un peu partout parce que les voitures sont arrivées. Donc, il y a plein de choses qui ont changé en 50 ans et en effet, on est dans une société qui est moins accueillante pour les enfants. Et ça, tu l'as vécu personnellement avec l'arrivée de ta première fille et en effet ce moment que tu appelles, et d'ailleurs que tu surnommes ta fille Verdun, et on va y revenir à la naissance de ta première fille. C'est à ce moment-là que tu découvres quand même toutes les difficultés liées à la maternité, l'isolement, les renoncements, la solitude, le sentiment de débordement, l'absence de rythme. Comment est-ce que tu as traversé cette période ? C'était extrêmement difficile parce que la solitude et la fatigue combinées sont redoutables. Et c'est vrai que, en fait, je me suis aperçue que j'étais seule aux commandes parce que, en plus, mon conjoint était reparti travailler à Paris et on habitait à la campagne. Et donc, la semaine, il était absent. Et en fait, je devais faire et les journées et les nuits avec un bébé qui avait 2 semaines et donc qui ne dormait pas la nuit. Et j'avais pas de relais. Et ça a été une expérience vraiment féroce parce que je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on célèbre les bébés, qu'on envoie des gentilles petites cartes pour la naissance et en fait, on se retrouve toute seule alors qu'on a besoin de bras pour porter, on a besoin de quelqu'un qui fasse à manger, sortir seule, prendre l'air. Ça ferait du bien, ne serait-ce qu'1 heure. Moi, ça m'est pas arrivé avant le 4e mois, en fait. C'était très dur. C'était très dur et beaucoup de mères connaissent ça. Donc cet isolement, et voilà, ça m'a fait réfléchir sur aussi la considération qu'on avait pour les personnes âgées qui sont aussi très isolées ou qui n'ont personne à qui parler la journée. Parce que ça, moi, je l'ai vécu et au bout d'1 semaine, on devient un peu zinzin parce qu'on n'a pas d'adulte à qui parler et c'est très dur. Et la fatigue qui est colossale. Donc, ces difficultés-là, on n'est jamais vraiment préparé, je pense, à les vivre. Et c'est là où on pourrait y remédier en disant, voilà, il faut vraiment un tissu familial. Les grands-parents doivent être présents. Enfin, c'est pas optionnel. S'ils sont en mesure de le faire, il faut aller aider, dans la mesure du possible, bien entendu. Mais on a besoin de soutien
affectif et logistique dans cette période. Il ne s'agit pas de se substituer à la maman, mais d'avoir une aide logistique précieuse, faire les courses, enfin voilà. Et ça, moi, j'avais pas du tout anticipé ça. Donc, ça a été une grande déconvenue. À ce moment-là, comment est-ce qu'on retrouve la joie ? C'est revenu au fur et à mesure avec la confiance que j'avais en moi, en me disant, bon, j'ai vaincu un mois. Enfin, c'était vraiment Verdun. Donc, j'avais vaincu un mois. Je me suis dit, voilà, si j'ai passé un mois, je peux faire le deuxième. Voilà, je sais que je peux tenir avec 2 heures de sommeil. Enfin, comment font les marins ? Et puis, j'ai essayé d'avoir ce type de comparaison en me disant, les marins y arrivent. Donc, je vais y arriver. Enfin, il n'y a pas de raison. Et j'ai essayé de me rassurer. Et la confiance est venue comme ça, de se dire, en fait, on n'a pas le choix. Donc, faut le faire. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans, en fait. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'il faut y arriver. Et il faut surmonter la fatigue, les pleurs, qui étaient très forts pour ma première fille le soir. Et il fallait tenir. Et donc, en fait, le réconfort venait des berceuses, venait des câlins, venait du bébé qui est en bonne santé. Et de cette gratitude que je répète, mais qui est très importante, c'est que quand on a un enfant en bonne santé, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça et qui n'ont pas cette chance. Donc, je me rappelais à l'ordre, comme ça, en me disant, mais attends, elle est en bonne santé, enfin, on manque de rien. Donc, il y a des priorités là. Voilà. Certes, je suis très fatiguée, mais rappel à l'ordre, quand on a la santé déjà, c'est vrai. C'est précieux. C'est vrai, et ça me fait penser, moi, à l'arrivée de mon premier, et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est ce clash aussi entre nos différentes vies, entre d'un côté, cette vie où on était, pour mon cas, en couple, beaucoup de temps pour soi, voilà, cette liberté infinie, et du jour au lendemain, notre quotidien sur lequel on n'a plus aucun contrôle. Et je ne sais pas comment on peut y remédier à ça. En fait, je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, mais moi, j'ai trouvé une solution, en tout cas, qui était de me dire, c'est tout autre chose qui arrive, on ne retrouvera pas. Enfin, on ne retrouvera pas la vie d'avant, c'est pas vrai. J'avais lu beaucoup de choses avant, quand j'étais enceinte, où il y a des parents qui faisaient des tours du monde avec leurs enfants, mais oui, c'est possible, et puis on voyage comme avant, regardez, on aménage l'avion, enfin, ce genre de choses. Bon, je me disais, oui, ça a l'air d'être possible. Et puis, j'ai très vite compris que j'allais pas du tout être de cela. Et que, en fait, non, il y avait des choses qui allaient être perdues pour toujours et que c'était pas grave. Parce qu'en fait, la vie est faite de pertes. Et qu'il faut avoir cette acceptation. Ça fait très philosophique, mais c'est vrai, pour des périodes qui sont différentes et qui sont en temps limité. Et donc, finalement, je pense que la nostalgie qu'on peut avoir, et qui est réelle pour une liberté chérie qu'on n'a plus, oui, mais ça reviendra. Et en fait, moi, souvent, je me dis, oh, c'est pas si grave. Enfin, oui, ça me manque, mais il y a tellement de choses qui me manquent, en fait. Enfin, les concerts de rock me manquent. Enfin, je peux pas. Ben voilà, c'était une époque, c'était très bien, ça a eu lieu, j'en suis très contente et c'est terminé. Ça se reproduira pas et en fait, c'est pas grave, il y a d'autres choses qui vont arriver. Et le fait d'avoir, je pense, cet optimisme, de se dire, il y a autre chose qui arrive. Voilà, ne nous accrochons pas peut-être à ce qu'on croit perdu, parce qu'en fait, on explore. Et cette notion d'exploration, je pense qu'elle est précieuse pour combattre la frustration. Bien sûr. J'aime bien, tu parles en effet du passage du renoncement à une forme de conciliation. Oui. Jusqu'à l'acceptation. Oui, c'est-à-dire que les renoncements, ils ont lieu. On ne peut pas le nier. Enfin, on renonce à beaucoup de choses, surtout quand on est une femme. C'est important de le préciser. Et en fait, ces renoncements, ils sont parfois terribles. Parce que parfois, on renonce à des choses d'envergure. Et puis, tout arrive au même moment. C'est-à-dire qu'en fait, l'âge des enfants arrive au moment où on devrait être à l'apogée de la carrière. Enfin, tout est concentré sur une petite décennie, là. Et c'est très, très dur. Donc, en fait, il faut passer vraiment du stade du renoncement à se dire on fait au mieux dans la conciliation. On va devoir arbitrer et faire des choix. Et c'est pas grave. Et c'est même tant mieux parce que on choisit et on s'affirme aussi par nos choix et par ce à quoi on tient. Et ça, c'est très important. Et donc, il faut concilier
souvent des choses très antagonistes, mais il faut les concilier du mieux qu'on peut et faire, voilà, avec ce sentiment de dire, il faut accepter, c'est comme ça. Enfin, les enfants sont là, ils seront pas là tout le temps. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit et de se dire, voilà, c'est un temps donné qui semble parfois immensément long pour les journées avec un bébé. C'est très dur. Mais c'est un temps qui file, quoi. Et toi, tu as vécu ton expérience de maternité très différemment entre ta première fille et ta deuxième fille. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, je pense que quand on a plusieurs enfants, évidemment, on n'est pas la même maman, c'est pas le même contexte. Et puis, il y avait cette très belle phrase que je cite d'une sage-femme qui m'avait dit, un premier enfant, il arrive dans un couple, un deuxième, il arrive dans une équipe qui fonctionne déjà, en fait. Et c'est complètement vrai. Enfin, et c'est vrai que la deuxième fois, on a plus confiance en soi et on est quand même rassuré de se dire qu'on est capable. Qu'on a su surmonter les vagues la première fois et qu'on y arrive. Donc ça donne quand même une assurance importante. Et de se dire que si on se trompe, c'est pas grave, on fait du mieux qu'on peut là encore. Et tout ça, moi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis ensuite, la joie, elle est surtout venue du fait que j'ai fermé les yeux, mais complètement sur le temps productif. Et ça a été une petite révolution parce que je me suis dit, mais il faut arrêter de penser au temps productif ou à ce que je fais pas parce que les enfants, parce que le bébé, parce que le congé parental. Sinon c'est malsain en fait. Si on est dans cette pensée-là, on alimente quelque chose qui est même anxiogène, alors qu'en fait, il fallait le voir comme une chance. Et se dire, mais j'ai la chance immense de vivre tous ces mois avec mon bébé. Enfin, c'est formidable. Faire des PowerPoint dans une entreprise, sur mon lit de mort, franchement, je veux dire, c'est si on voit la carrière comme ça, alors évidemment, il y a d'autres enjeux que ça, mais dans mon cas, moi, j'ai renoncé à des choses qui m'auraient fait très plaisir, professionnellement, que d'autres ont fait à ma place. Bon, je pense pas le regretter. Je pense pas le regretter parce que le choix permet d'arbitrer, voilà, et de mettre un curseur sur ce qui compte vraiment. Et moi, ce qui comptait, c'était de vivre ça parce que ça se reproduirait pas en plus. Ce temps-là, il se reproduit pas. Donc voilà. Et en même temps, quand on pense à toutes ces femmes qui n'ont pas le choix. Exactement. Et ça, c'est cruel. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces femmes-là ? Oui, parce que ça, c'est extrêmement dur parce que. Alors, à l'inverse, moi, j'ai pas eu le choix parce que la deuxième fois, j'ai pas trouvé de mode de garde. Donc, en fait, c'est aussi... ça peut être dans les deux sens. Et au début, je l'ai vu... Peut-être que tu peux nous réexpliquer ce qui s'est passé concrètement sur tes congés pour les deux, comme ça, après. Pour ma première fille, j'ai repris le travail quand elle avait 4 mois à mi-temps, parce que j'étais obligée pour ma titularisation. Et ensuite, on a trouvé une garde à domicile. Ça a été très compliqué. Sans spoiler le livre, ça ne s'est pas bien passé. Et ensuite, elle a été accueillie d'urgence dans une crèche. Voilà. Et ensuite, il y a eu le confinement. Donc, le confinement, finalement, m'a quand même forcé la main sur cette première expérience pour passer du temps avec un tout petit. Et ensuite, sur ma deuxième fille, en fait, on n'a pas trouvé de garde, ni crèche, ni assistante maternelle, ni garde à domicile. Ce que je raconte dans le livre, parce qu'on va dire, mais pourquoi ? Comment a-t-elle fait ? Est-elle si empotée qu'elle n'a pas trouvé ? Vous allez voir. C'était pas si facile. Quelques pages croustillantes sur ces expériences. Bon, et je me suis retrouvée à dire, non, congé parental pour 1 an. Et en fait, après, congé parental pour 2 ans. Parce qu'après, j'ai eu une place en crèche, mais qui n'était pas à temps plein. Qui était un accueil en fait de 2 jours par semaine, puis 3. Et donc, je pouvais pas retravailler à temps plein. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et en fait, c'est une grande chance parce que on profite énormément. Et je pense que la meilleure option, à mon sens, c'est quand même d'avoir cet équilibre avec 2 jours de crèche et du congé parental. Ça, c'est l'idéal en fait. Et pour nous, maman, et pour l'enfant, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. Donc, au début, j'étais un peu effrayée par ça. Et après, je l'ai vu vraiment comme une chance immense. Et celles qui n'ont pas le choix, en effet,
loin de moi l'idée de culpabiliser les mères, parce que chacun fait vraiment comme il peut. Ce qui est très dur, c'est de se dire que le système qu'on a institutionnalisé, il nous dit qu'à 8 semaines, on peut mettre un nourrisson en crèche, en collectivité, de 7h30 du matin à 18h30 ou plus, et qu'il n'y a pas de problème. Bon, ça, moi, je trouve ça extrêmement dur. Et donc, en effet, à ce moment-là, le mieux est sans doute de trouver une solution de garde la mieux possible pour son enfant, dans le périmètre d'action qui est le nôtre. Et une personne, si c'est une personne en qui on a confiance, se fier à son intuition aussi. Je pense que c'est primordial. Dans le livre, tu t'es intéressée justement à cette histoire de la garde des jeunes enfants. D'où vient cet héritage historique? Oui, c'est une question qu'on se pose quand on y est confronté. On se dit, mais comment a-t-on fait dans l'histoire de l'humanité? Et je me suis replongée vraiment dans des recherches historiques, et c'est pour ça qu'il y en a une petite synthèse dans le livre, parce que je me suis dit, ça doit aussi intéresser quand même d'autres mamans, je pense, de savoir comment on faisait avant. Et le avant est vaste. Et c'est vrai que il y avait des gardeuses d'enfants, ce qu'on appelait des gardeuses d'enfants, avec une mortalité infantile qui était quand même très élevée, donc des nourrices sur lieu ou des nourrices sur place, donc soit en campagne, soit au domicile des parents. Et en fait, cet essor des nourrices, à partir du XVIIIe siècle, il est très très fort, parce que en fait, l'aristocratie et la bourgeoisie veulent que la femme soit avec son mari et sa vie sociale. Donc, les nouveau-nés, ça part en nourrice. Et je schématise, évidemment, mais voilà, on a une explosion des mises en nourrice au XIXe siècle, et c'est très très fort, avec une mortalité aussi tout aussi forte. Donc ça, c'est pour les gardes, on va dire, d'enfants à ces époques-là, avec une législation qui arrive à la fin du XIXe et qui commence à protéger les bébés. Et donc, c'est la loi Roussel de 1874. Et donc, j'ai découvert tout ça. Alors, moi, j'étais dans mes petites recherches. Je me suis dit, mais c'est fascinant. Qu'est-ce que c'est intéressant. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de voir comment ça avait fonctionné à une époque, pourquoi, quelles étaient les normes. Et donc, les crèches émergent après pour ce qu'on appelle la classe indigente, c'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les classes populaires et qui, elles, n'ont pas les moyens, en fait, toujours, ou qui se ruinent pour payer, ou qui travaillent beaucoup plus pour payer des nourrices. Et c'est intéressant de voir que voilà, les crèches se développent fin 19e pour aider, en fait, ces femmes-là. Et il y a aussi un but de moralité, c'est pour inculquer la bonne moralité aux jeunes enfants, les règles d'hygiène, voilà. Mais donc, il y a toute cette histoire dont on est héritier quand même aujourd'hui, et c'est intéressant. Et qu'est-ce qui te questionne, toi, aujourd'hui, sur ce système de garde en France, tel qu'il est conçu? À mon sens, il est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que, je pense que quand on voit ce qui se fait dans d'autres pays ou dans d'autres cultures où le maternage est un peu plus valorisé, on voit que la France, avec cette histoire notamment, a quand même une mise à distance des bébés beaucoup plus forte que dans d'autres cultures. Et je pense pas que ce soit une bonne chose, c'est-à-dire ni pour les mères ni pour les enfants. Le lien, la proximité, je pense que c'est essentiel dans l'assurance qu'on donne aux tout petits. Et à mon sens, oui, on fait garder les enfants trop tôt, beaucoup trop tôt en France. On manque en fait toute une période aussi en tant que maman. Parce qu'à partir du moment où la règle est instituée, où on accueille les bébés à 2 mois en crèche, où la fin du congé maternité d'y aller, on reprend le travail, etc., si on veut pas ça, on entre en opposition avec un système, en fait. Et on voit bien que c'est plus compliqué, parce que c'est pas franchement ce qui est prévu, en fait. Bien sûr, c'est pas la norme. Non. Donc, je pense que là, oui, il y a quelque chose à repenser aussi. Et est-ce que tu comprends pour autant ces femmes qui ont très à cœur de retourner très vite au travail parce que le travail ont pour elles une place essentielle, voire centrale dans leur vie? Mais oui, parce que je fais pas l'éloge de la femme au foyer, parce que moi-même, je me sens pas du tout comme ça. Enfin, je me sens pas... moi, je me sens épanouie dans la vie sociale, dans l'ouverture, et surtout dans la stimulation intellectuelle, en fait. Ça, c'est quelque chose
que je me suis dit, mais en congé parental, enfin, qu'est-ce qui va me nourrir en fait? Ça va être dur. J'aurai plus le challenge des élèves. Bon. Et c'est vrai que, voilà, en fonction des accointances de chacun, la vie professionnelle, elle est pas seulement, c'est pas pourvoir aux besoins économiques, mais ça peut être aussi une scène de reconnaissance, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel aussi. C'est-à-dire que on peut pas dire il faut valoriser les enfants et en même temps, ça n'a aucun intérêt d'être avec les enfants. Enfin, c'est un système de valorisation conjointe. Et donc, il faut aussi valoriser les métiers de la petite enfance. Bien sûr. C'est-à-dire que on peut pas non plus, et j'en parle dans le livre, c'est des métiers qui sont difficiles. Et bientôt, dans notre société, on va en faire des métiers punitifs. C'est-à-dire qu'un peu plus, l'enseignement, je mets les profs aussi dedans, mais l'enseignement, s'occuper des tout-petits, aider du soin. ATSEM aussi, en maternelle, etc. Bientôt, ce sera des métiers punitifs parce qu'ils sont pas du tout reconnus et valorisés comme tels. Et c'est une aberration. Enfin, on peut, voilà, il y a quelque chose là-dedans qui va pas dans l'ordre des choses. Et ça, je pense que c'est essentiel d'avoir cette revalorisation et de comprendre que oui, on peut aussi avoir envie de liberté, et ça, je le conçois tout à fait dans le travail et l'épanouissement professionnel. Mais en effet, réussir à concilier un peu mieux les deux, c'est nécessaire aussi. Et comment repenser la place des hommes dans toute cette expérience? Où sont-ils? Mais où sont-ils? Où sont-ils, ces chers papas? Je pense que c'est pas facile pour eux, parce que, enfin, pour notre génération en tout cas, parce qu'ils n'ont pas eu de modèle. Quand on pense aux parents, pour le coup boomers, qu'on a eu, de la génération d'avant, c'était pas des hommes qui s'impliquaient auprès de leurs enfants. Et donc, je pense que c'est difficile d'inventer un modèle pour eux. Je pense aussi qu'il y en a qui regrettent de ne pas passer plus de temps avec leurs enfants et qui n'osent pas le dire. Parce que professionnellement, c'est pas audible. Et donc, il y a sûrement beaucoup d'hommes qui seraient très heureux de passer plus de temps avec leurs enfants, mais qui ne l'avouent pas publiquement. Et ça va aussi de pair avec la valorisation de ces tâches-là. C'est-à-dire que c'est pas gnangnan de s'occuper des enfants. C'est une aventure. Il se passe plein de choses. On apprend plein de choses. On revit une part de son enfance. Ça, c'est merveilleux. On a cette occasion incroyable aussi d'éduquer un petit être humain, de lui montrer les possibles. Et pour la première fois, de dire, voilà, le monde, je veux qu'il soit comme ça. Et donc, ça, c'est formidable. Bah oui. Ouais, tu parlais de l'image de la page blanche à un moment dans ton livre. Et c'est formidable de se dire, il y a un être vierge qui arrive et on va pouvoir insuffler un élan, une curiosité, tout lui montrer. Enfin, moi, je trouve ça... Et ça, c'est vraiment les premières fois. Enfin, c'est vraiment... parce qu'après, ça s'étiole assez vite. 8-9 ans, c'est déjà une quête d'indépendance un peu différente. La fin du primaire, il s'éloigne quand même beaucoup après. Et puis après, c'est l'adolescence et c'est tout autre chose. Donc, ça va vite. C'est un poncif, mais... Donc, c'est un temps précieux. Et puis, c'est un temps où on joue quand même beaucoup pour l'enfant aussi. En termes d'impact, je veux dire. Parce que le bénéfice qu'il retire de cet investissement en temps, il est énorme. Il est énorme, il est colossal. Et je pense qu'on commence seulement à en prendre la mesure. Et en même temps, comme c'est pas quantifiable, parce que tout ce qui est de l'ordre psychologique, etc., c'est hyper compliqué, notamment la différence inné-acquis. Dans notre société qui est tellement portée sur la performance, les chiffres, le fait de tout mesurer, je me demande aussi, tu vois, si une fois on arrivera à accepter ça et à le valoriser. En fait, je pense que... Alors, la sociologie répond quand même... Enfin, il y a une réponse sociologique qui se fait de plus en plus entendre sur tout se joue avant 3 ans, tout se joue avant 6 ans. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de parutions qui vont dans ce sens-là, en expliquant avec la plasticité cérébrale, avec ce qu'on appelle aussi le bain osmotique. Ah, je connaissais pas. Voilà, c'est lié à l'osmose, en fait, au contexte, le bain dans lequel est l'enfant, en fait, chez lui.
donc osmotique. Et c'est l'imprégnation en fait qui fait que voilà, il y a l'exemple des parents, ce qu'il entend, ce qu'il voit, la manière dont il perçoit les réactions de ses parents par rapport à des situations ou à des inconnus. Enfin, c'est fascinant. Et en fait, on comprend qu'en effet, c'est pas quantifiable. Mais on voit bien qu'il y a une orientation qui se prend assez vite dans l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas irrattrapable, loin de là, ce serait terrible. Mais ça veut dire quand même que de 0 à 3 ans et de 0 à 6 ans, là, on a quand même un embranchement sur plein de domaines. Il y a un développement qui est tellement fort que il faut s'investir, en fait, c'est essentiel. Et en même temps, le problème, c'est que souvent, du coup, l'autre face, en fait, de cette pièce, c'est aussi que, du coup, on tombe dans une forme d'immense culpabilité, puisque, comme tu le dis, les recherches en neurosciences, etc., l'ont dit, hein, sur ces temps de l'enfance, les 1000 premiers jours qui sont essentiels, mais notre système est tellement mal conçu. Il y a en fait quelque chose de très antagoniste entre un discours qui dit « Attention, tout se joue les 1000 premiers jours, c'est très important », et de l'autre côté, le bébé, il a tous ses vaccins, il est en bonne santé, il a 8 semaines, c'est parti, on reprend le travail et tout va bien. Oui, en effet, et en plus, on oblitère un peu vite la fatigue, c'est-à-dire que la fatigue des parents empêche d'être disponible pour son enfant. On peut pas travailler avec une journée, les transports, etc., rentrer chez soi et être pleinement disponible pour ses enfants. Enfin, c'est pas vrai. Donc, j'en parle un peu avec humour dans le livre, mais parfois on a l'impression qu'il y a des parents exaspérés qui crient sur des enfants exaspérés et tout le monde est exaspéré, en fait. Parce que le rythme de vie fait qu'on peut pas tout concilier, en fait. On peut pas, ça marche pas. Et ça plaît pas d'entendre ça. Enfin, j'ai bien conscience que c'est pas un discours plaisant, mais c'est la réalité, en fait. Donc, soit on est attentif et on se dit, en fait, les enfants, oui, ils sont peut-être pas faits pour faire des journées de 7h30 à 18h30 à l'école avec du périscolaire le matin et le soir. Voilà. Et on en est conscient. Parfois, on peut pas faire autrement. Et c'est douloureux. C'est douloureux parce que du coup, on voit bien qu'on se dit « Ah ben mince, je fais pas comme il faut ». Et en même temps, là, il y a un problème de société et d'adéquation auquel il faut remédier parce que... Et le périscolaire, en plus, avec tous les scandales qui l'accablent, c'est d'autant plus... actuellement tangent, quoi. Et tu parles aussi, j'ai beaucoup aimé cette expression de la fatigue préventionnelle aussi dans laquelle on est à l'égard des enfants, qui pèse aussi beaucoup sur les parents, sur toutes ces précautions qu'on essaye de prendre à leur égard, malgré cette actualité très anxiogène, que ce soit sur l'alimentation, sur les liens infantiles. Tu as parlé du périscolaire et des violences. On a l'impression, en fait, que tous nos radars doivent être tout le temps allumés et qu'on peut presque plus faire confiance à rien. Ça, je pense que c'est très nouveau. Je pense pas que mes grands-mères aient eu cette fatigue-là. Alors évidemment, les risques pour les enfants qui courent, ils existent, qui tombent, tout ça, on parle pas de ça, mais il s'agit vraiment d'une société qui est pas aidante dans l'horizon éducatif qu'on veut donner. Et c'est terrible parce que y a 2 effets. Le premier, c'est l'effet qui est de dire, nous, en tant que parents, on veut bien faire, donc on entre en lutte permanente contre l'alimentation, la malbouffe, pour le dire vite, les produits ultra transformés. On lutte pour que les enfants ils aillent à l'extérieur, qu'ils ne soient pas confinés dans les intérieurs, pour les sorties, donc à la lumière du jour, la nature, tout ça, mais ça demande un effort, ce qui est quand même une aberration, mais bon. Donc tout ça, ce sont des efforts parentaux, de vigilance et de prévention. Et le deuxième effet, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, en fait. Et donc, c'est d'une discrimination absolument flagrante entre des bébés et des tout-petits. Et ça, en fait, c'est pas normal. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a scandalisée de me rendre compte. J'avais jamais vraiment fait attention à ça avant d'avoir des enfants. Mais qu'en effet, les produits pour les enfants, c'était les pires en sucre ou en alimentation ou les pires en... que les dessins animés pour enfants, c'était les plus agressifs visuellement ou en termes de rythme. Oui, il y a des choses, je me suis dit, mais c'est une aberration.
Et donc oui, c'est très dur. Moi, mes sorties en forêt, mes légumes verts, oui, j'ai du mal. Enfin, c'est très dur. Mais il y a des choses qu'on arrive à inculquer. Et quand je vois le résultat sur ma fille de 7 ans maintenant, enfin voilà, il y a des choses, je l'entends faire des remarques ou dire, je me dis, ah ça y est, ça c'est bon. Ça y est, ça c'est bon, elle a compris. Ou ah, ça y est, l'habitude, elle est arrivée. Enfin, Ouais, moi, c'est ce que je dis toujours sur l'éducation, c'est toujours penser long terme et pas attendre tout de suite maintenant. Mais c'est très dur. Ouais, c'est très dur. Notamment sur dur. l'aspect éducationnel, sur toute la question des punitions, etc. Puisque tu sais que moi, je valorise évidemment une éducation beaucoup plus horizontale que celle qu'on propose aujourd'hui. Et c'est vrai que la punition à court terme, on se dit, ça y est, le comportement de son enfant qu'on juge inadapté est arrêté. Mais sur le long terme, ça n'a pas tous les bénéfices qu'on connaît. C'est ça. Et encore une fois, pour faire tout ça et pour tenir tout ça, parce que c'est fatigant, hein. Enfin, c'est usant au quotidien parce qu'il faut lutter en permanence contre les enfants et contre les propositions de la société. La métaphore de ça, c'est quoi ? C'est les bonbons qu'on met devant les caisses au supermarché, et les pires produits qui sont là. Enfin, toutes les tentations sont là. La génération de nos aïeux, de nos grands-mères ou même de nos parents, ils n'avaient pas autant de tentations. Donc, on veut bien faire, on veut s'impliquer et en même temps, on est perfusé aux tentations et aux chemins qui sont pas bénéfiques ni pour la santé, ni pour... Et c'est pour ça que je voulais en parler dans le livre, parce que c'est essentiellement les mamans qui portent ça en plus, comme charge. Enfin, c'est pas pour accabler les papas, mais c'est quand même une fatigue préventionnelle qui vient des mamans. Alors, comment est-ce qu'on retrouve de la joie parmi tout ça ? Ah ben, la joie, elle est quotidienne dans la capacité de présence que les enfants appellent, l'émerveillement, le fait de la nature, le fait d'être à l'extérieur. Enfin, ça, c'est quand même une joie. Les enfants s'occupent avec un bâton et une limace. Enfin, c'est parti, ou un escargot. Enfin, alors, ça paraît niais. J'ai bien conscience que ça paraît niais de dire tout ça. On va dire, oh, avec son escargot, whatever. Mais parce qu'en fait, nous, on a désappris à voir tout ça. Et c'est vrai que les jeux avec les enfants, ils peuvent nous sembler rébarbatifs. Jouer aux petites voitures ou jouer avec les petites poupées, les figurines, on peut se dire, oh, on est fatigué. Enfin, Mais moi, j'ai un truc, c'est de dire, allez, on y va de bon cœur, on fait vraiment une histoire. Et en fait, moi, ça m'est vraiment arrivé d'avoir des fous rires, de faire des blagues avec, et puis avoir les 2 enfants écroulés de rire à côté, parce que il y avait des voix de personnages, parce qu'il y avait des bruitages. Et parfois, voilà, on part dans des aventures de jouets. Et ça, c'est magique. Enfin, c'est magique parce que c'est l'enfance. Donc, ça m'émeut. On va continuer sur cette voie, puisque je voulais te demander qu'est-ce que ça nous permet personnellement, en quoi ça nous transforme intérieurement d'être en relation avec des enfants. Il y a quelque chose qui m'a profondément marquée, c'est déjà la cause des enfants. Je pense que quand et je le raconte avec humour dans le livre, avec un moniteur d'auto-école qui me faisait très peur, très très peur quand j'ai appris à conduire. Oui. Non, mais je rigole parce qu'en fait, j'ai aussi eu un professeur d'auto-école qui me faisait hyper peur. Et voilà. Et en effet, il y a une scène que je raconte dans le livre où je me suis rendu compte qu'il était plus humain que ce que je pensais, en fait. Notamment par sa prudence et sa vigilance vis-à-vis des enfants. Et en effet, quand on devient parent, je pense qu'on devient beaucoup plus concerné par la cause de tous les enfants. Et ça, c'est quelque chose qui élargit le spectre de notre empathie. Et avant, ça me concernait pas vraiment. Alors évidemment, ça fait, voilà, on souhaite pas que les enfants soient malheureux, etc. Mais ça restait désincarné, en fait. Là, aujourd'hui, un enfant qui pleure, je l'entends. Enfin, un enfant qui tombe, un enfant qui court, je me précipite, ou s'il y a un danger. Et ça, c'est des réflexes qui sont ancrés dans la chair, en fait. Et ça, la maternité le crée. Et après, cette empathie, je pense qu'elle s'étend. L'enfant, il nous transforme parce que on considère les autres êtres humains autrement aussi.
Et c'est très précieux, c'est-à-dire que c'est vraiment un chemin. Moi, ça m'a pris des années à voir ça et à me dire, ah mais en fait, voilà, tous les enfants, est-ce que les enfants vont bien, les enfants des autres, enfin, être attentive aux enfants que je voyais dans la rue. Et parfois, on voit des choses qui nous déplaisent fortement et avant, ça m'interpellait pas. Aujourd'hui, ça m'interpelle tout de suite. Est-ce que tu n'as pas l'impression aussi que tu as revu tes priorités depuis que tu es devenue mère ? Bien sûr, parce que le temps étant compté, on ne considère pas de la même façon l'investissement et la productivité. En tout cas, on ne met pas les mêmes choses derrière. Déjà, quand on est parent, je pense qu'on est beaucoup plus productif parce qu'on fait tout en temps extrêmement limité. Donc, si on veut le voir comme ça, on a déjà un gain incroyable de productivité parce qu'on a plus de temps personnel quasiment. Donc, tout se fait de manière très efficace. Mais surtout, non, ce qui est très beau, c'est que cette productivité, elle s'incarne dans ce qu'on fait avec les enfants. Et c'est ça qui compte. Je pense qu'il y a ce qui coûte et il y a ce qui compte. Et parfois, c'est la même chose. Alors, tu dis que célébrer la maternité est parfois perçu comme l'apanage d'un certain courant politique. Je pense que c'est important qu'on en parle. Pourquoi ? Alors, c'est extrêmement dommage, mais c'est un discours sur la maternité qui est scindé en deux, de manière très schématique. Quand on parle de la maternité joyeuse, justement, puisque c'est le concept, en fait, on pourrait se dire « Ah là là, ça y est, elle va faire l'éloge des femmes au foyer, retour au fourneau, années 50, et puis traditionnaliste, tradwives, et donc courant politique bien à droite. » Alors qu'à l'inverse, si je suis en train d'avoir une position qui parle du regret d'être mère, de mes renoncements, des sacrifices que j'ai faits et qui me plaisent pas forcément, on va dire « Ah ben là, c'est plus le regret d'être mère, bien à gauche. » Bon, moi, je trouve ça d'une bêtise. Si on en est là, pardon, mais le débat, je pense que les enfants, non, ils n'ont pas de courant politique. Les bébés n'ont pas de courant politique. Les aimer, prendre soin d'eux, on politise à tort la natalité, parce que historiquement, ça a été le cas, et je l'explique aussi. Mais c'est un tort, c'est une dérive humaine, politicienne, puis on veut que les gens s'affrontent, donc gauche-droite, elle est pour, elle est contre, ça marche, voilà. Alors moi, je suis persuadée que les enfants ont justement ce pouvoir de réconciliation. Oui, oui, et puis si on est obligé de politiser le fait d'aimer les enfants et de prendre soin d'eux, c'est d'une tristesse. Non, c'est pas l'apanage d'un spectre politique, heureusement. Mais voilà, c'est un peu comme l'écologie. Pourquoi l'écologie serait à gauche ? Il y a des choses parfois où on se dit mais non, ça devrait être commun à tous les partis. Il n'y a pas de politique là-dedans. Donc, on comprend, ça s'explique, on sait bien d'où ça vient, et évidemment. Mais en fait, voilà, moi, je porte pas un discours pour que les femmes soient au foyer et ne fassent rien d'autre. Pas du tout. C'est pas du tout le cas. Non, loin de là. Non. En effet, tu proposes toutes ces nuances qu'on a besoin. Et heureusement que des personnes comme toi le font. Ah, merci. Je te remercie vraiment. Je te le disais avant qu'on enregistre qu'il y a tellement de phrases que j'ai soulignées dans ton livre que j'aurais aimé écrire comme tu l'as fait. Donc, vraiment, bravo pour toi. Et je trouve que tu le fais extrêmement bien. On va arriver à la fin de notre échange. Au fond, pour toi, en quoi la maternité est-elle si profondément joyeuse ? Quelle question. Vous avez 4 heures. Vous avez Toi 4 qui es heures. Professeur. Fais-nous ton plan détaillé. En une phrase. Parce que les enfants nous ouvrent à un autre, je vais reprendre les termes de Pascal, un autre ordre de vécu. Ils nous sortent de l'individualisme, ils nous décentrent, ils nous sortent de notre petit confort, forcément. Et c'est des petits tourbillons pleins de vie, ils s'arrêtent que pour dormir. Donc, c'est très dur. Mais comme je le dis dans le livre, tout ce qui est remarquable est difficile. Et c'est Spinoza qui dit ça. Mais oui, il n'y a pas de choses remarquables qui ne soient pas difficiles.
Et je pense que la joie maternelle, elle est difficile, elle est coûteuse, mais ça vaut le coup. Donc, allez-y, enfin, c'est une ascension, quoi. Est-ce que selon toi, on doit davantage la célébrer ? Et oui, la reconnaissance, très important, parce que je pense que c'est ce qui manque. Pas seulement la reconnaissance financière avec un congé maternité, tout ça, mais une reconnaissance sociale. S'occuper d'enfants, c'est un travail que beaucoup d'hommes ne feraient pas ou qui peut être harassant. Enfin, disons-le, une journée avec 2 enfants ou plus, parce que moi, je n'ai que 2 enfants, mais je tire mon chapeau à toutes celles qui en ont plus, vraiment. Qui sont seules. Ou qui sont seules. Enfin, voilà, faut en avoir bien conscience. C'est que ça peut être très, 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 très difficile. Et donc, vraiment, ouais, la reconnaissance, elle est essentielle. Alors, tu le sais bien, j'ai ma question rituelle. Le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Je souhaiterais qu'ils aient plus de temps pour eux, pour leurs enfants, et que justement, ils aient une vie où on valorise davantage le temps de l'enfance et non pas le temps productif, au sens où on l'entend aujourd'hui. Merci infiniment, Audrey. Mais un grand merci à toi, Stéphanie. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de Demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général. Ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.